Mes parents ont donné 560 000 € à ma sœur pour une maison et à moi, rien, si ce n'est des étus et un raté. Alors, j'ai arrêté de les appeler. 2 ans plus tard, ma sœur est passée en voiture devant ma propriété et a appelé papa en hurlant « Il faut que tu ». Ils ne sont pas prêts d'oublier ce que j'ai fait ensuite. Je m'appelle Camille et j'ai eu 32 ans hier. Debout sur ces 2 hectares de forêt que mes grands-parents m'ont laissés, je ressens une connexion à laquelle je ne m'attendais pas. Ce coin de terre paisible, à l'écart de la ville, n'a jamais fait partie de mes projets de vie. Mais les projets changent, surtout quand votre sœur reçoit en cadeau une maison à 560 000 € alors que vous ne recevez que déception et critiques. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. J'ai grandi dans ce que la plupart appelleraient une famille aisée de la classe moyenne supérieure en Normandie. Mon père, Richard, s'est forgé une réputation comme l'un des avocats d'affaires les plus recherchés de la région. Son bureau était rempli de prix et de distinctions qui semblaient se multiplier chaque année. Ma mère, Patricia, était professeure titulaire d'économie dans une prestigieuse université, publiée et respectée dans son domaine. De l'extérieur, nous étions la famille française parfaite, vivant dans une belle maison de maître avec des jardins bien entretenus et un garage pour 3 voitures. Et puis il y avait ma sœur Olivia, de 3 ans ma cadette, mais qui semblait avoir des années d'avance aux yeux de nos parents. Dès son premier jour de maternelle, Olivia était l'enfant prodige. Elle ramenait des bulletins parfaits, gagnait des concours de sciences et jouait du violon avec la précision d'une personne 2 fois plus âgée. Nos parents rayonnaient de fierté devant ses accomplissements, organisant des fêtes somptueuses pour chacune de ses réussites et tapissant les murs de notre salon de ses diplômes et trophées. Moi, en revanche, j'étais ce que mon père, de manière peu affectueuse, appelait l'électron libre de la famille. Mes notes étaient tout juste moyennes, avec un A occasionnel dans les matières qui captaient mon intérêt. J'avais du mal avec les examens standardisés, mon esprit vagabondant vers les compositions que je voulais photographier plutôt que vers les équations sur la page. L'art était mon refuge. Derrière l'objectif d'un appareil photo, je trouvais la clarté qui m'échappait dans les manuels et les amphithéâtres. Notre foyer fonctionnait sur une monnaie d'échange basée sur la réussite. L'amour et l'approbation étaient des biens qui se gagnaient par le succès et l'ambition, non donnés librement. La table du dîner était une scène nocturne où Olivia pouvait présenter ses dernières réalisations tandis que je poussais la nourriture dans mon assiette, attendant la question inévitable sur mon dernier résultat d'examen ou l'état de mes candidatures universitaires. Quand Olivia a remporté la première place au championnat national de débat en classe de première, nos parents ont emmené toute la famille à Disneyland Paris pour une semaine. Quand j'ai eu ma première exposition de photographie à la Maison de la Culture locale en terminale, ma mère est venue pendant 30 minutes avant de partir pour une réunion de la faculté. Mon père n'est pas venu du tout. Ce schéma s'est poursuivi tout au long du lycée. Chaque match de football auquel Olivia participait voyait nos 2 parents sur la touche, l'encourageant avec enthousiasme. Quand je restais tard après l'école pour travailler dans la chambre noire, je rentrais seul à pied, mes tirages encore humides soigneusement protégés dans mon sac à dos. Ce n'étaient pas des parents cruels. Ils investissaient simplement leur temps et leur attention là où ils voyaient le meilleur retour sur investissement. Le moment décisif de notre dynamique familiale est survenu pendant ma dernière année de lycée. J'avais été accepté dans plusieurs universités, y compris une prestigieuse école d'art à Paris et la faculté de droit où mon père avait fait ses études. Le choix semblait évident pour tout le monde sauf pour moi. La dispute qui a éclaté lorsque j'ai annoncé ma décision de poursuivre la photographie au lieu du droit résonne encore dans ma mémoire. Nous étions assis à la table de la salle à manger, celle réservée aux grandes occasions et aux discussions sérieuses. Le lustre projetait des ombres dures sur le visage de mon père alors qu'il frappait la table de sa main sur le bois poli. « Aucune de mes filles ne gâchera sa vie à prendre des photos, dit-il, sa voix froide et définitive. Ce n'est pas une vraie carrière, Camille. C'est un passe-temps. Tu dois penser à ton avenir. » Ma mère, toujours la médiatrice, a essayé d'adoucir le coup. « Ma chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. La photographie est si compétitive. Si peu de gens réussissent vraiment. Je n'irai pas en fac de droit, dis-je, ma voix tremblante mais déterminée. Je vais étudier la photographie. C'est ma décision. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis mon père s'est levé, a redressé sa cravate et a lancé l'ultimatum qui changerait notre relation pour toujours. Si tu choisis cette voie, tu la choisis seule. Nous ne paierons pas pour un diplôme d'art. Notre argent est pour une vraie éducation, pas pour des fantaisies. Je me souviens encore du visage d'Olivia de l'autre côté de la table,
un mélange de choc et d'autres choses que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la pitié, du soulagement de ne pas être la cible de sa déception. Peut-être un peu des deux. Cette nuit-là, j'ai pris la décision qui allait façonner la prochaine décennie de ma vie. J'ai accepté l'offre de l'école d'art, sachant que je devrais cumuler plusieurs emplois pour me la payer. J'ai postulé à toutes les bourses disponibles, contracté des prêts étudiants et me suis préparé à tracer ma route seul. Fidèle à sa parole, mon père a coupé tout soutien financier. Ma mère me glissait occasionnellement de petites sommes d'argent lors de nos rares rendez-vous café, mais ce n'était jamais assez pour faire une réelle différence. Pendant ce temps, Olivia s'épanouissait dans sa grande école, ses frais de scolarité, son appartement et ses dépenses entièrement couverts. Malgré les difficultés, j'ai obtenu mon diplôme de photographie 4 ans plus tard. Personne de ma famille n'a assisté à la cérémonie. J'avais une section de chaises vides tandis que mes camarades de classe étaient entourés de parents et de frères et sœurs fiers, tenant des fleurs et des ballons. Ce jour-là, je me suis promis de construire une vie qui me rendrait fier, même si elle n'impressionnait jamais mes parents. Mon diplôme en main et un portfolio dont j'étais fier, j'ai loué un minuscule studio dans le quartier du Marais à Paris et j'ai commencé la dure bataille pour m'établir en tant que photographe professionnel. Pas de filet de sécurité, pas de relation familiale à exploiter, juste une détermination brute et un appareil photo bien usé. Mes premières années dans le Marais ont été une leçon de persévérance. Mon appartement faisait à peine 45 mètres carrés, avec une kitchenette si petite que je pouvais toucher les deux murs les bras tendus. La salle de bain avait une fuite perpétuelle qui créait des gouttes musicales à 3 heures du matin, mais il était à moi, payé avec mon propre argent durement gagné, et cela le rendait magnifique à mes yeux. J'ai construit ma carrière à partir de rien, en commençant par tous les contrats de photographie que je pouvais trouver. Des mariages pour des amis d'amis qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des tarifs professionnels. De la photographie de produits pour de petites entreprises. Des portraits pour des acteurs en herbe qui étaient tout aussi fauchés que moi. Je travaillais comme barista 5 matins par semaine pour payer le loyer. Je passais mes après-midi à retoucher des photos et consacrais mes soirées et week-ends à développer mon portfolio et ma clientèle. Ma routine était épuisante mais pleine de sens. J'ai appris à vivre sobrement, cuisinant des repas simples à la maison et faisant mes achats dans des friperies pour les vêtements et les meubles. Chaque euro disponible allait à l'équipement photo ou au remboursement de mon prêt étudiant. J'ai créé un site web présentant mes meilleurs travaux et passé des heures à réseauter lors de vernissages et d'événements de l'industrie, distribuant des cartes de visite que j'avais conçues et imprimées à la boutique de reprographie du coin. Les fêtes de fin d'année étaient le plus difficile. Je prenais le train pour retourner en Normandie, avec des cadeaux soigneusement emballés mais modestes, pour passer le week-end à me sentir comme une étrangère dans la maison de mon enfance. Les conversations tournaient autour des réussites d'Olivia ou du cercle social de mes parents. Quand je partageais des nouvelles d'une petite exposition où mon travail était présenté ou d'un nouveau client que j'avais décroché, les réponses étaient polies mais désintéressées. « C'est bien, ma chérie », disait ma mère avant de tourner la conversation vers le dernier accomplissement d'Olivia. Mon père était moins subtil. Lors d'un dîner de Noël, après que j'ai mentionné avoir décroché ma première grande séance photo commerciale, il a levé les yeux de son assiette avec un regard dédaigneux. « C'est bien que tu trouves du travail, Camille, mais quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux? Tu as presque 30 ans. Olivia est déjà en passe de devenir associée dans son cabinet et elle est fiancée à ce brillant neurochirurgien. Que as-tu à montrer, toi? » La comparaison avec Olivia était constante et écrasante. Sa carrière dans un prestigieux cabinet d'avocats était florissante. Elle avait rencontré Daniel, un neurochirurgien d'une famille influente, lors d'un gala de charité. Il vivait dans un appartement chic à Paris, prenait des vacances luxueuses et préparait un mariage somptueux. Sa vie suivait le plan exact que mes parents avaient imaginé. Pourtant, je persistais à maintenir une relation avec ma famille, des appels téléphoniques mensuels avec ma mère, des emails occasionnels pour les tenir au courant de ma vie, ma présence aux réunions de famille où je subissais les pics subtils et les regards déçus. Je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, ils verraient que je construisais quelque chose de significatif, même si cela ne correspondait pas à leur définition du succès. Puis est venu l'appel qui a tout changé. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était décédée subitement. Mon grand-père était mort à peine 6 mois plus tôt, et cette double perte a laissé notre famille sous le choc. Malgré nos différends, j'avais toujours été proche de mes grands-parents. Ils étaient les seuls à montrer un intérêt sincère pour ma photographie, exposant fièrement mon travail dans leur maison et me présentant comme un autre artiste talentueuse à leurs amis. Quand je luttais le plus contre le rejet de mes parents,
ma grand-mère me rappelait, le vrai bonheur vient du fait de suivre son propre chemin, pas les attentes des autres. Mon grand-père ajoutait avec un clin d'œil, certaines personnes ont juste besoin de plus de temps pour voir ce qui est juste devant elles. Il vivait modestement mais confortablement sur une belle propriété à environ 2 heures de la ville. 2 hectares de bois mixte et d'espaces ouverts avec une longère confortable qu'ils avaient rénové eux-mêmes au fil des décennies. C'était mon sanctuaire d'enfance, un endroit où je pouvais respirer librement et être accepté complètement. La lecture de leur testament a eu lieu 2 semaines après les funérailles de ma grand-mère. La famille s'est réunie dans le bureau de l'avocat de mes grands-parents, une affaire sombre rendue tendue par des attentes tacites. J'étais assise tranquillement dans un coin, encore en train de traiter mon deuil, lorsque l'avocat s'est éclairci la gorge et a commencé à lire. À notre petite fille bien-aimée Camille, nous léguons notre propriété de 2 hectares et la longère, sachant qu'elle appréciera sa beauté et y trouvera la paix, comme nous l'avons fait. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de mon père a rougi. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne fine. Olivia avait l'air vraiment choquée. J'étais assise, figée, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. L'avocat a continué, expliquant que le reste des modestes économies et biens de mes grands-parents seraient divisés à parts égales entre tous les petits-enfants. Après la réunion, mon père m'a coincé dans le couloir, sa voix basse mais intense. « Tu dois vendre cette propriété. Il n'est pas pratique pour toi de la garder. Nous pouvons partager le produit de la vente entre la famille. » J'étais encore sous le choc. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », fut tout ce que je pus dire. « Il n'y a rien à penser », insista-t-il. « Tu vis à Paris. Tu ne peux pas entretenir une propriété aussi loin. Sois raisonnable pour une fois dans ta vie. » Je suis parti avec l'acte de propriété et la tête pleine de possibilités. Je n'avais aucune idée de ce que je ferais de la terre, mais quelque chose au fond de moi me disait que la vendre serait une trahison de la confiance que mes grands-parents avaient placée en moi. La première fois que j'ai visité la propriété après qu'elle soit devenue mienne, je me suis senti submergé à la fois par l'émotion et la responsabilité. Debout sur le chemin de terre, les clés à la main, j'ai contemplé ce qui était maintenant mon domaine. La longère avait besoin de travaux après être restée vide pendant des mois. La peinture blanche s'écaillait des murs et la véranda qui faisait le tour de la maison avait commencé à s'affaisser dans un coin. Le jardin autrefois impeccable était envahi par les fleurs sauvages et les mauvaises herbes qui se disputaient l'espace dans les parterres que ma grand-mère avait si amoureusement entretenus. Pourtant, malgré son état de négligence, la propriété dégageait une magie indéniable. De grands chênes et érables entouraient la clairière où se trouvait la maison, leurs feuilles bruissant dans la douce brise. Un petit ruisseau traversait le bord ouest de la propriété, son doux murmure formant une bande-son apaisante. Des oiseaux chantaient depuis les arbres, et parfois un cerf apparaissait à la lisière de la forêt, me regardant avec des yeux curieux avant de disparaître à nouveau dans l'ombre. Le terrain était situé dans ce qui avait été autrefois une zone rurale, mais qui était lentement grignotée par le développement. Pourtant, il conservait son sentiment d'isolement et de paix, protégé par le tampon des arbres et la route de campagne sinueuse qui menait à l'autoroute principale. Le voisin le plus proche était à 400 mètres, une petite ferme biologique dirigée par un homme d'âge moyen nommé Laurent, dont je me souvenais vaguement de mes visites d'enfance. J'ai passé cette première journée à simplement parcourir la propriété, me familiarisant à nouveau avec ses contours et ses secrets, la cabane dans les arbres que mon grand-père avait construite, maintenant usée par le temps mais toujours debout, le foyer où nous avions fait griller des guimauves les soirs d'été, le petit verger de pommiers aux arbres tordus et noueux mais produisant encore des fruits. À chaque pas, les souvenirs affluaient avec une certitude croissante que cet endroit était destiné à faire partie de mon avenir. Mon côté pragmatique savait que mon père avait en partie raison. Entretenir la propriété tout en vivant à Paris serait un défi. La maison avait besoin de réparations que je ne pouvais pas me permettre. Le terrain nécessitait une attention régulière pour ne pas devenir complètement sauvage. Les impôts fonciers seraient dus que j'y vive ou non. Vendre serait le choix sensé. Mais quand avais-je jamais fait le choix sensé? Je suis retourné à Paris avec encore de la terre sous les ongles et la tête pleine d'idées à moitié formées. J'ai été surprise de recevoir un appel de mon père le lendemain, me demandant d'assister à une réunion de famille chez mes parents ce week-end. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une demande mais une convocation. Quand je suis arrivé ce samedi-là, la tension dans la maison était palpable. Mes parents étaient assis raidement dans le salon, Olivia et Daniel à leur côté, formant un front uni. J'ai pris place sur le pouf, me sentant déjà en infériorité numérique. Mon père n'a pas perdu de temps pour aller droit au but.
Nous avons discuté de la situation de la propriété et nous sommes tous d'accord que la meilleure ligne de conduite est de vendre. Le marché immobilier dans cette région est en croissance et nous pourrions obtenir un bon prix qui profiterait à tout le monde. Par tout le monde, tu veux dire vous, dis-je, incapable de retenir une pointe d'amertume dans ma voix. Camille, sois raisonnable, intervint ma mère. Que vas-tu faire de 2 hectares? Tu arrives à peine à maintenir en ordre ton minuscule appartement. Olivia se pencha en avant, son expression un masque de préoccupation bien étudié. Nous pensons simplement à ce qui est pratique. Tu as toujours des difficultés financières. Cela pourrait te donner un coussin de sécurité. Et quelle serait ma part exactement, demandai-je, soupçonnant déjà la réponse. Mon père s'éclaircit la gorge. Eh bien, étant donné que tes grands-parents t'ont déjà donné la propriété elle-même, qui constitue la majeure partie de leur succession, il serait juste que le produit de la vente soit réparti entre nous autres. L'injustice de la situation m'a frappé comme un coup physique. Donc, je n'obtiens rien. Je vends mon héritage et je vous remets l'argent à tous. Tu dois penser à ce qui est le mieux pour la famille, dit mon père, sa voix d'avocat faisant surface. Il s'agit d'être pratique. Non, il s'agit de contrôle, répliquai-je, une vie de frustration remontant à la surface. Il s'agit du fait que vous ne pouvez pas accepter que j'ai quelque chose de valeur que vous ne contrôlez pas. La dispute a rapidement dégénéré. Des mots ont été dits qui ne pouvaient être repris. Et puis, dans un moment que je n'oublierai jamais, mon père s'est levé et a pointé son doigt vers moi, son visage déformé par la colère. Tu n'as été qu'une déception depuis le jour où tu as choisi cette carrière sans valeur, a-t-il crié. Un échec complet et total. Nous t'avons donné toutes les opportunités et tu les as toutes jetées pourquoi? Des photos. Pendant que ta sœur a fait quelque chose de sa vie, a bâti une vraie carrière, a commencé une vraie vie. La pièce est tombée dans le silence. Même Olivia semblait choquée par l'explosion. Une vraie vie, répétai-je doucement. Tu veux dire la vie que tu as orchestrée pour elle? Celle que tu as entièrement financée? Daniel se déplaça mal à l'aise sur le canapé. Olivia n'osait pas croiser mon regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda ma mère, sa voix soudainement prudente. Ça veut dire que je suis au courant pour la maison, dis-je, regardant directement Olivia. La maison à 560 000 € que tu as eu comme cadeau de mariage pendant que je cumulais 3 emplois pour payer mon loyer. Le secret qui m'avait été caché a éclaté dans le silence qui a suivi. Mes parents avaient acheté un luxueux appartement pour Olivia et Daniel comme cadeau de mariage, avec des rénovations sur mesure et des meubles de créateurs. 560 000 € de soutien alors que j'avais été complètement coupé des vivres pour avoir poursuivi ma passion. C'était différent, insista mon père. Olivia a choisi une voie sensée. Elle a mérité notre soutien. Elle a mérité votre amour, le corrigeai-je. Ce que je n'ai jamais fait. Je me suis levé, me sentant soudainement plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Je ne vends pas la propriété. Ni maintenant, ni jamais. C'est la seule chose dans ma vie qui m'a été donnée sans condition, sans jugement. Je la garde. Tu fais une erreur, m'a prévenu mon père. Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. Pour la première fois depuis longtemps, je suis absolument certaine que je n'en fais pas. Je suis parti sans regarder en arrière, ignorant les appels de ma mère pour revenir et discuter des choses rationnellement. Dans ma voiture, j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai conduit directement jusqu'à la propriété, arrivant alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Je me suis garé dans l'allée envahie par la végétation, j'ai marché jusqu'à la véranda et je me suis assise sur les marches. D'accord, ai-je murmuré au ciel qui s'assombrissait. Et maintenant? 2 ans ont passé. Dans ce qui a semblé être à la fois un instant et une éternité, le lendemain de cette réunion de famille fatidique, j'ai pris une décision qui m'a moi-même choqué. J'ai donné mon préavis pour mon appartement parisien, mis la plupart de mes biens en garde-meubles et emménagé temporairement dans la longère avec juste le strict nécessaire et mon équipement photo. Les premiers mois ont été les plus difficiles. La maison nécessitait d'importantes réparations que je ne pouvais pas me permettre de faire tout en même temps. Je dormais dans la petite chambre d'amis, la seule pièce sans dégâts des fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Je me douchais avec un tuyau d'arrosage raccordé à un robinet extérieur jusqu'à ce que je puisse me permettre de réparer la plomberie. J'ai appris à réparer les fuites de toit,
à remplacer le bois pourri et à réparer le plâtre qui s'effritait grâce à des tutoriels sur YouTube et à des essais et erreurs. Ma carrière a subi une transformation aussi spectaculaire que ma situation de vie. Ne pouvant poursuivre mon activité de photographie urbaine, je me suis réorienté vers ce qui se trouvait littéralement sous mes yeux. J'ai commencé à documenter mon parcours de restauration de la vieille longère et de reconnexion avec la terre. J'ai capturé le changement des saisons, la faune qui visitait ma propriété, le processus de défrichage des sentiers envahis et la redécouverte des parterres de jardins oubliés. Au début, je publiais ces images sur les réseaux sociaux simplement pour rester connecté au monde au-delà de mes 2 hectares. À ma grande surprise, les gens ont réagi avec enthousiasme. Mes abonnés ont augmenté régulièrement alors que je partageais non seulement de belles photographies de nature, mais aussi la réalité brute et non filtrée de ma nouvelle vie. Le plafond effondré que j'ai découvert après une forte pluie. La famille de ratons laveurs que j'ai expulsés du grenier. Le premier pain réussi que j'ai cuit dans l'ancien poêle à bois. 6 mois plus tard, un blog lifestyle populaire a présenté mon histoire et mes photographies. Du jour au lendemain, mon audience a triplé. Un magazine sur le mode de vie durable m'a commandé un essai photographique sur mon expérience. Un revenu modeste mais régulier provenant de ma présence en ligne complétait les contrats de photographie indépendante que je prenais dans les villes voisines. Avec une budgétisation minutieuse et une reconnaissance croissante, j'ai commencé à transformer la propriété selon ma vision. J'ai converti la grange en un studio de photographie où je pouvais travailler quelles que soient les conditions météorologiques. J'ai planté un potager en utilisant des semences anciennes que ma grand-mère avait conservées. J'ai restauré le verger de pommiers, apprenant à tailler et à soigner les vieux arbres auprès d'un agriculteur local. Cet agriculteur local était Laurent, mon plus proche voisin. Il est apparu à ma porte un matin de printemps avec un panier d'œufs frais et une offre d'aide pour la véranda affaissée. Dans la cinquantaine, avec des mains burinées et des yeux bienveillants, Laurent est devenu un ami et un mentor inattendu. Il m'a appris des compétences pratiques que mon éducation n'avait jamais couvertes. Comment fendre correctement le bois de chauffage, quelles plantes sauvages étaient comestibles, comment réparer un moteur, quand planter et quand récolter. En retour, je l'ai aidé à établir une présence en ligne pour sa petite ferme biologique, en photographiant ses produits et en créant un site web qui a attiré de nouveaux clients des villes environnantes. Notre amitié a évolué naturellement, 2 personnes solitaires trouvant une connexion inattendue à travers le travail partagé et le respect mutuel. L'engouement de mes abonnés sur les réseaux sociaux pour les Tiny Houses s'est transformé en une opportunité commerciale modeste mais lucrative. J'ai commencé à organiser des retraites de photographie de week-end, enseignant à de petits groupes d'amateurs comment capturer la beauté de la nature. La vieille longère, maintenant partiellement rénovée avec l'aide de Laurent et des compétences que je ne savais pas posséder, est devenue une maison d'hôte rustique. J'ai construit 2 petites cabanes plus loin dans les bois pour un hébergement supplémentaire, chacune conçue pour se fondre dans l'environnement naturel tout en offrant un confort simple. L'ironie ne m'a pas échappé. La carrière que mes parents avaient jugée peu pratique me soutenait maintenant complètement. La propriété qu'ils avaient insisté que je ne pouvais pas entretenir était devenue à la fois ma maison et mon gagne-pain. J'avais créé quelque chose d'unique, selon mes propres termes. Ma relation avec ma famille est restée distante mais ne dominait plus mes pensées. J'envoyais des cartes de Noël et des messages d'anniversaire. Je répondais poliment mais brièvement aux SMS occasionnels de ma mère qui prenait de mes nouvelles. Je déclinais les invitations aux réunions de famille avec de simples excuses liées au travail. La douleur constante de leur désapprobation s'était estompée pour devenir une légère pointe qui ne refaisait surface qu'occasionnellement. J'ai trouvé la paix dans ma nouvelle routine. Des matinées passées à m'occuper de la terre. Des journées remplies de travail créatif dans mon studio ou à animer des ateliers. Des soirées sur la véranda reconstruite avec une tasse de thé, à regarder les lucioles émerger au coucher du soleil. Je me suis fait des amis dans la petite communauté, des gens qui ne me connaissaient que comme Camille la photographe, pas comme Camille la déception. Un après-midi d'automne frais, alors que je photographiais le feuillage vibrant le long de mon ruisseau, j'ai entendu le crissement de pneus sur l'allée de gravier. Les visiteurs n'étaient pas inhabituels à ce stade. J'avais souvent des participants à des ateliers ou des clients venant au studio, mais quand j'ai contourné le coin de la maison, je me suis arrêté net à la vue d'un SUV noir élégant que je ne reconnaissais pas. Encore plus surprenante était la personne qui se tenait à côté, regardant bouche bée ma longère rénovée avec sa peinture fraîche et ses parterres de jardin florissants. Olivia. Elle semblait à la fois la même et complètement différente. Les vêtements de créateur et la coiffure parfaite étaient familiers, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression,
quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Quand elle m'a aperçu approchant, appareil photo à la main, ses yeux se sont agrandis. « Camille, c'est vraiment toi. » J'ai hoché la tête, soudain consciente de mes bottes de travail, de mon jean délavé et de ma chemise en flanelle. « Qu'est-ce que tu fais ici, Olivia ?» Elle a fait un geste vague vers la propriété. Je me rendais à une réunion client et j'ai pris la petite route. J'ai failli ne pas reconnaître l'endroit. Elle a fait une pause, semblant vraiment décontenancée. « Tu vis ici maintenant. Tu l'as vraiment retapé. » « C'est exact, ai-je répondu simplement. Elle a secoué la tête, apparemment incrédule. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le savait. Papa a dit que tu attendais probablement juste d'être assez désespéré pour vendre. La mention de notre père a ravivé un flot de souvenirs. Pourquoi es-tu vraiment là, Olivia, ai-je demandé, ma méfiance grandissant. Elle a détourné le regard, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. La vulnérabilité. Savais-tu que toute cette zone est en cours de développement? Il y a des résidences de luxe en construction à moins d'1,5 km d'ici. Le complexe hôtelier a déjà racheté 3 fermes. J'ai hoché la tête lentement. J'avais entendu des rumeurs. Laurent, mon voisin, avait mentionné quelque chose à propos de la pression du développement. Camille, ton terrain pourrait valoir 2 millions d'euros maintenant, peut-être plus. Elle ne posait pas une question. Elle énonçait un fait. C'est pour ça que tu t'es arrêté? Pour me parler des prix de l'immobilier? Son sang-froid s'est légèrement fissuré. On en a parlé, d'accord? Toute la famille. Papa a pensé que... Si je te voyais, si je te parlais, il a dit que tu m'écouterais peut-être au sujet de la vente. La révélation m'a moins piqué qu'elle ne l'aurait fait 2 ans auparavant. Je vois. Et quelle commission toucherais-tu pour me convaincre? Olivia a tressailli comme si je l'avais giflé. Puis, à mon grand choc, ses yeux se sont remplis de larmes. Tu sais quoi? Tu as raison. Je suis venu ici avec une idée derrière la tête. Mais en étant ici maintenant, en voyant ce que tu as construit, elle a de nouveau fait un geste vers la propriété, je comprends pourquoi tu ne vendrais jamais ça. L'aveu m'a suffisamment surprise pour que je la regarde vraiment pour la première fois. La tenue de créateur ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. La manucure parfaite ne masquait pas la tension dans ses mains. Ça va, ai-je demandé, la question sortant avant que je puisse l'arrêter. Elle a ri, un son cassant sans aucun humour. Si ça va? Voyons voir. Mon mariage s'effondre parce que Daniel travaille 100 heures par semaine, et quand il est à la maison, nous n'avons rien en commun sauf des dettes. Mon travail me tue à petit feu. La maison, cette maison ridicule que maman et papa nous ont achetée, a une fuite de toit qui coûtera 30 000 € à réparer. Mais je ne peux jamais admettre tout ça parce que je suis la gagnante, n'est-ce pas? Celle qui a tout fait comme il faut. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas l'Olivia confiante et parfaite que j'avais passé mon enfance à envier et à détester à parts égales. Je devrais y aller, dit-elle brusquement en essuyant ses yeux. J'ai une réunion. Elle est remontée dans son SUV, mais avant de fermer la porte, elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu sais quel est le pire dans tout ça? Tu as l'air heureuse, Camille. Vraiment heureuse. Puis elle était au téléphone et je pouvais entendre sa voix monter alors qu'elle s'éloignait. Papa, tu ne croiras jamais ce que Camille a fait de cette propriété. Il faut qu'on... Le reste de ces mots s'est perdu alors que le SUV disparaissait au bout de l'allée, me laissant seul dans la cour, l'appareil photo toujours à la main, me demandant quelle tempête se préparait à l'horizon. Cette visite inattendue d'Olivia m'a laissé troublé pendant des jours. Je me surprenais à jeter des coups d'œil vers l'allée chaque fois que j'entendais une voiture sur la route, m'attendant à moitié à voir toute ma famille arriver pour me confronter. Mais une semaine s'est écoulée sans autre contact. Puis 2. J'ai commencé à me détendre, me concentrant à nouveau sur mon travail et l'approche de l'hiver. Je venais de finir de préparer pour l'hiver les ruches que Laurent m'avait aidé à installer quand j'ai entendu un autre véhicule approcher. Cette fois, j'ai reconnu le son du SUV d'Olivia avant de le voir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de la voir se garer à côté d'une voiture de location arrivée quelques instants plus tôt. Olivia est sortie de son véhicule, encore plus élégante que lors de sa dernière visite, comme si elle s'était blindée de vêtements de créateur. De la voiture de location est sorti Daniel, son mari, mal à l'aise dans des vêtements décontractés qui réussissaient quand même à crier cher.
Il se tenait maladroitement dans mon allée, attendant clairement quelque chose ou quelqu'un. Je n'ai pas eu à me demander longtemps. Une autre voiture est apparue, la berline de luxe de mes parents que j'ai reconnue instantanément. Mon estomac s'est noué alors qu'il se garait et sortait, le visage de mon père arborant l'expression déterminée qu'il portait au tribunal, ma mère, l'air anxieuse à ses côtés. Qu'est-ce que c'est? Une réunion de famille, ai-je lancé, essayant de garder ma voix légère malgré l'anxiété qui me rongeait. Nous devons parler, Camille, a dit mon père, sautant toute salutation, à propos de la situation de la propriété. Avant que je puisse répondre, la camionnette de Laurent a grondé dans l'allée, s'arrêtant derrière la file de véhicules coûteux. Il m'a fait un signe de tête en sortant, un message silencieux de soutien qui m'a réchauffé malgré les circonstances. J'ai invité Laurent à se joindre à nous, ai-je dit en désignant mon voisin, puisque toute discussion sur cette terre le concerne aussi. Mon père a froncé les sourcils mais n'a rien dit alors que Laurent s'approchait, s'essuyant les mains sur son jean. On entre, ai-je suggéré, menant ce rassemblement inattendu vers ma maison. Les regards sur les visages de ma famille en entrant dans la longère rénovée valaient presque la tension du moment. Les planchers affaissés avaient été nivelés et refinis pour retrouver une lueur dorée et chaleureuse. Les murs en plâtre qui s'effritaient avaient été remplacés par des matériaux durables au ton de terre doux. La cuisine, autrefois démodée et dysfonctionnelle, arborait maintenant des comptoirs en bois de récupération et des appareils électroménagers éco-énergétiques qui se mariaient harmonieusement avec le charme vintage de l'espace d'origine. « Tu as fait tout ça toute seule ?» a demandé ma mère, incapable de cacher la surprise dans sa voix, en passant la main sur une section particulièrement belle du comptoir que Laurent avait fabriqué à partir d'un chêne tombé sur ma propriété. Avec de l'aide, ai-je reconnu en faisant un signe de tête vers Laurent. Nous nous sommes installés dans le salon, mes parents, Olivia et Daniel sur le canapé que j'avais moi-même retapissé, Laurent et moi dans des fauteuils en face d'eux. À travers les grandes fenêtres, la forêt automnale créait une toile de fond d'or et de pourpre. C'est assez rustique, a dit mon père, cherchant clairement quelque chose de négatif à dire sur l'espace. Merci, ai-je répondu simplement. Maintenant, de quoi s'agit-il? Mon père s'est éclairci la gorge, endossant son personnage d'avocat. Comme Olivia a pu te le mentionner, cette zone est en plein développement. Le groupe hôtelier des Crêtes a acheté plusieurs propriétés environnantes et prévoit un développement de luxe majeur. Terrain de golf, spa, maison haut de gamme, tout le programme. J'ai hoché la tête. Je suis au courant. 3 de mes voisins ont déjà vendu. Ils offrent des prix extraordinaires, a-t-il poursuivi. Bien au-dessus de la valeur du marché. Tes 2 hectares sont particulièrement précieux à cause du ruisseau et de l'altitude. Ils sont très intéressés. Et comment sais-tu ça, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Daniel a parlé pour la première fois. J'ai un patient qui siège à leur conseil d'administration. Quand il a entendu parler de notre lien avec une propriété dans la région, il a demandé si nous pouvions faciliter une introduction. Je vois. Je les ai regardés un par un. Et vous êtes tous venus ici aujourd'hui pour me convaincre de vendre. Pour discuter de la possibilité, a corrigé doucement ma mère. Cela pourrait être une merveilleuse opportunité pour nous tous. Nous tous, ai-je répété. Donc vous vous attendez toujours à une part de mon héritage. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Camille, sois raisonnable. Cette terre a pris une valeur énorme sans aucun effort de ta part. Il serait juste de répartir cette manne entre la famille. Aucun effort? J'ai fait un geste vers l'espace rénové. J'ai mis 2 ans de sueur et chaque centime que j'avais dans cet endroit. J'ai construit une entreprise ici. J'ai construit une vie ici. Prendre des photos n'est pas une vraie entreprise, a rejeté mon père. En fait, intervint Laurent, sa voix calme commandant l'attention, Camille dirige l'une des entreprises les plus florissantes de la région. Ces retraites de photographie attirent des visiteurs de tout le pays. Ils soutiennent l'économie locale, séjournent en ville, mangent dans nos restaurants, font leurs achats dans nos magasins. Mon père a regardé Laurent comme s'il le voyait pour la première fois. Et vous êtes? Laurent Milligan. Le voisin de Camille. Et son ami, a-t-il dit, insistant sur le dernier mot. Olivia, qui avait été inhabituellement silencieuse, a soudainement pris la parole. Camille, personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit, mais cela pourrait résoudre les problèmes de tout le monde. Tu pourrais acheter une meilleure propriété ailleurs, un endroit plus pratique. Nous pourrions tous en bénéficier. Quel problème cela résoudrait-il pour toi,
Olivia, ai-je demandé directement. Elle a jeté un coup d'œil à Daniel, puis est revenue vers moi. Ce n'est pas pertinent. Je pense que si. Tu as dit que ton mariage battait de l'aile. Tu as mentionné des dettes. Est-ce une question d'argent? Le visage de Daniel a rougi. C'est privé. Pas si vous êtes ici en train de me demander de vendre ma maison pour résoudre vos problèmes, ai-je rétorqué. Ma mère avait l'air choquée. Olivia, de quoi parle Camille? La façade qu'Olivia avait maintenue si longtemps s'est finalement complètement fissurée. La maison est sous l'eau, maman. L'hypothèque, les rénovations, le style de vie que nous pensions devoir avoir, les dettes de l'école de médecine de Daniel, mes prêts étudiants. Nous sommes en train de nous noyer. Mais vos carrières, vos salaires, balbutia mon père. Ils servent à maintenir les apparences, dit doucement Daniel. Les voitures, les vêtements, les vacances, les obligations sociales, les événements de réseautage auxquels vous insistez pour que nous assistions. L'adhésion au country club que vous nous avez offerte et qui s'accompagne de frais mensuels que nous pouvons à peine nous permettre. La révélation flottait dans l'air comme de la fumée. Ma sœur apparemment parfaite et son mari brillant vivaient une vie qu'ils ne pouvaient pas soutenir, piégés dans une prison d'attente et d'apparence. Je n'en avais aucune idée, a murmuré ma mère. Bien sûr que non, a dit Olivia amèrement. Nous ne parlons jamais de vraies choses dans cette famille, juste de réussite et d'apparence. J'ai regardé ma sœur avec de nouveaux yeux, ne voyant pas l'enfant prodige à qui tout avait été donné, mais quelqu'un d'aussi piégé par les attentes de nos parents que je l'avais été. La différence était que je m'étais échappé. Elle vivait toujours dans cette cage. Je ne vends pas la terre, ai-je dit finalement, doucement. Pas pour résoudre des problèmes financiers, pas pour enrichir des promoteurs, pour aucune raison. C'est ma maison. Tu es égoïste, a accusé mon père. Mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Non, ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie, je suis fidèle à moi-même, et je pense que ça vous fait plus peur que tout. Laurent s'est éclairci la gorge. Si je peux me permettre une suggestion, la propriété de Camille n'est pas seulement précieuse pour le développement. Elle est précieuse telle qu'elle est. L'entreprise de photographie est florissante. Le jardin biologique approvisionne les restaurants locaux. Les petites cabanes amènent du tourisme dans notre communauté sans perturber son caractère. Où voulez-vous en venir, a demandé mon père avec impatience. Je veux dire que Camille a créé quelque chose qui vaut la peine d'être préservé, quelque chose qui profite à plus qu'une seule famille ou une seule entreprise, quelque chose de durable. J'ai ressenti une vague de gratitude envers Laurent, qui avait articulé quelque chose que j'avais ressenti mais que je ne pouvais pas exprimer. Il a raison. Ce que j'ai construit ici compte, non seulement pour moi, mais pour cette communauté. Olivia m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue de sa part auparavant. Quelque chose comme du respect. Je crois que je comprends maintenant. Quand je suis passé et que j'ai vu ce que tu avais créé, j'étais jalouse. Camille, tu as l'air si sereine, si sûre de toi. Je ne me suis jamais sentie comme ça, pas une seule fois. Son aveu m'a laissé sans voix. Ma parfaite sœur prodige, jalouse de moi. Alors c'est ça. Tu refuses simplement de considérer les besoins de ta famille, a insisté mon père. Mais je pouvais entendre la défaite dans sa voix. Je les ai considérés, les jeux assurés. Mais j'ai aussi considéré mes propres besoins, les besoins de cette terre et les besoins de cette communauté. La réponse est toujours non. Alors que la conversation tendue se poursuivait, Laurent s'est excusé pour vérifier quelque chose à l'extérieur. Quand il est revenu quelques minutes plus tard, il avait un panier rempli de frais, de légumes de fin de saison et d'un pot de miel de mes ruches. Peut-être que vous aimeriez les emporter avec vous, a-t-il offert à mes parents. Tout a poussé ici, sur la propriété de Camille. Certains des meilleurs produits de la région. Le simple geste a en quelque sorte brisé la tension. Ma mère a accepté le panier avec de sincères remerciements. Mon père s'est levé, ajustant sa veste dans un geste que j'avais vu 1000 fois. Nous devrions y aller, a-t-il dit sèchement. Nous avons une longue route. Alors qu'ils se rassemblaient pour partir, Olivia est restée en retrait, laissant Daniel marcher devant avec nos parents. Quand nous fûmes seuls dans la cuisine, elle se tourna vers moi. Je n'ai jamais compris pourquoi tu as renoncé à tout ce qu'il t'offrait, a-t-elle dit doucement. Maintenant, je pense que tu étais peut-être la plus intelligente de nous deux. Il ne s'est jamais agi d'être intelligente, ai-je répondu. Il s'agissait d'être authentique,
de trouver ma propre définition du succès. Elle a hoché la tête lentement. Je dois trouver la mienne. Je pense que tu le peux, lui ai-je dit. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Même avec toutes leurs attentes, tout l'investissement qu'ils ont fait pour que je devienne celle qu'ils voulaient que je sois. Surtout dans ce cas, ai-je dit. Crois en quelqu'un qui les a profondément déçus. Le monde ne s'arrête pas. Tu recommences, c'est tout. Elle m'a alors serré dans ses bras, une étreinte maladroite mais sincère qui ressemblait à la première véritable connexion que nous partagions depuis des décennies. Je t'appellerai, a-t-elle promis. J'ai regardé depuis la véranda pendant qu'ils s'éloignaient tous en voiture, Laurent se tenant silencieusement à mes côtés. Quand la dernière voiture a disparu au bout de l'allée, il s'est tourné vers moi avec un petit sourire. Sacrée famille que tu as là. C'est vrai, ai-je convenu. Pour le meilleur et pour le pire. Tu as tenu bon, a-t-il observé. Peu de gens l'auraient fait avec autant de pression. J'ai regardé mon terrain, la vie que j'avais construite à partir de rien d'autre que de la détermination et de la foi en moi-même. Certaines choses valent la peine de se battre. La vie a repris son rythme après la confrontation avec ma famille. L'automne a laissé place à l'hiver, recouvrant mes 2 hectares d'une couverture de neige immaculée. J'ai continué à organiser des ateliers de photographie plus petits et plus intimes, axés sur les paysages hivernaux. La longère confortable avec son poêle à bois et ses épaisses couettes est devenue un havre de paix pour les invités cherchant un répit de leur vie trépidante. Laurent et moi avons passé les mois froids à planifier des améliorations pour le printemps. Nous avons esquissé des plans pour un jardin biologique agrandi, discuté de l'ajout de ruches et dessiné des plans pour 2 autres petites cabanes afin de répondre à l'intérêt croissant pour mes retraites de photographie. Notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, un partenariat fondé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Alors que la neige commençait à fondre, révélant les premières pousses vertes du début du printemps, Olivia a appelé. Notre conversation était maladroite au début, des mois de silence créant une barrière qu'il a fallu du temps pour démanteler. Mais peu à peu, alors que nous parlions de sujets neutres, la tension s'est apaisée. J'ai quitté le cabinet, a-t-elle dit finalement, les mots sortant d'un trait. Tu as fait quoi? Je me suis assise sur les marches de ma véranda, stupéfaite par son annonce. J'ai démissionné, j'ai quitté la voie toute tracée vers le statut d'associé. Daniel et moi vendons la maison aussi. Olivia, c'est énorme. Ça va? Elle a ri, un son authentique que j'avais rarement entendu de sa part. Je crois que oui. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Daniel réduit ses heures de travail aussi. Nous louons un petit appartement pendant que nous mettons les choses au clair. Qu'est-ce que maman et papa ont dit, ai-je demandé, imaginant déjà leur réaction. Papa ne m'a pas parlé pendant 2 semaines, a-t-elle admis. Maman aussi entre l'inquiétude et la déception. Mais tu sais quoi? Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des années. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, vraiment parlé, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte, des attentes et des apparences, de la recherche du bonheur par rapport à la réussite, du courage qu'il faut pour décevoir les gens qui vous ont élevé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, m'a dit Olivia avant de raccrocher, à propos de trouver ma propre définition du succès. Je me renseigne sur le droit de l'environnement, pour utiliser mon diplôme pour la conservation plutôt que pour les profits des entreprises. Ça te correspondrait parfaitement, ai-je dit, et je le pensais. J'aimerais revenir te voir un de ces jours, a-t-elle ajouté avec hésitation. Juste moi. Pour voir ton endroit correctement, peut-être en apprendre un peu plus sur ce que tu fais. Ça me plairait, ai-je répondu, surprise de découvrir à quel point je le pensais vraiment. Fidèle à sa parole, Olivia est venue 1 mois plus tard. Elle est arrivée en jean et en chaussures de randonnée, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, l'air plus jeune et plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Nous avons passé le week-end à explorer la propriété, à parler de notre enfance et des chemins différents que nos vies avaient pris. Elle a posé des questions réfléchies sur mon entreprise de photographie, sincèrement intéressée à comprendre ce que j'avais construit. Le dimanche après-midi, alors que nous étions assises sur la véranda à boire du thé, elle a abordé le sujet que nous avions évité. Maman et papa veulent venir, a-t-elle dit, observant attentivement ma réaction. Ils m'ont demandé de te demander si ça te dérangerait. J'ai posé ma tasse lentement, traitant la demande. Pourquoi maintenant? Olivia a haussé les épaules. Je pense que me voir faire un si grand changement les a choqués. Papa n'arrête pas de parler d'héritage et de liens familiaux.
Je crois qu'il réalise enfin qu'il pourrait perdre ses 2 filles s'il ne cède pas un peu. Et la propriété. La pression pour vendre. Je pense que ce train est passé. Elle a ajouté, les promoteurs ont déplacé leur attention vers une autre zone après ton refus. De plus, j'ai peut-être mentionné à papa que ce que tu as créé ici a plus de valeur que n'importe quel chèque de promoteur. La visite a été programmée pour le mois suivant. J'ai passé des semaines à me préparer, non pas pour les impressionner, mais pour leur montrer honnêtement ce que j'avais construit. Laurent m'a aidé à finir le nouvel espace studio dans la grange rénovée. J'ai imprimé mes meilleures photographies et les ai disposées sur un mur de galerie. J'ai récolté les premiers légumes du jardin et ramassé les œufs frais des poules que j'élevais maintenant. Quand le jour est arrivé, je me tenais dans l'allée, regardant leur voiture approcher avec un étrange mélange d'anticipation et d'appréhension. Laurent avait proposé de s'éclipser, mais je lui avais demandé de rester. Sa présence stable à mes côtés était un rappel de la vie et de la communauté que j'avais créée indépendamment de l'approbation de ma famille. Mes parents sont sortis de leur voiture, l'air un peu désorientés, comme s'ils étaient arrivés accidentellement à la mauvaise adresse. Mon père portait des vêtements décontractés qui parvenaient tout de même à paraître rigides et formels. Ma mère portait une plante d'intérieur en cadeau, la serrant comme un bouclier. « Camille » a-t-elle dit, s'avançant pour m'embrasser sur la joue. L'endroit a l'air différent de mes souvenirs. Il a beaucoup changé, ai-je convenu. Entrez, je vais vous faire visiter. La visite a été maladroite au début, mes parents luttant clairement pour concilier l'entreprise prospère et la belle maison avec leur perception de mon choix de carrière raté. Ma mère a posé des questions polies sur les rénovations. Mon père est resté principalement silencieux, son expression illisible, alors qu'il observait les preuves de ma vie indépendante et florissante. La dynamique a changé lorsque nous avons atteint le studio de la grange. Le grand espace ouvert était baigné de lumière naturelle provenant des lucarnes que j'avais installées moi-même. Mes photographies couvraient les murs, un voyage visuel à travers les saisons et les paysages. Une longue table de ferme occupait le centre de la pièce, installée pour les ateliers que j'organisais régulièrement. « C'est tout ton travail ?» a demandé ma mère en se rapprochant pour examiner une série d'images de lever de soleil capturées depuis ma propriété. « Oui » ai-je confirmé. « Elles sont très belles » a-t-elle admis, avec une sorte de surprise dans la voix. Mon père se tenait devant une grande photographie encadrée de la longère en hiver, la neige recouvrant le toit, la fumée s'échappant de la cheminée, une lumière dorée se déversant des fenêtres. C'était mon image préférée, capturant non seulement la structure physique, mais aussi le sentiment de foyer qu'elle représentait. « C'est remarquable » dit-il doucement, presque pour lui-même. La qualité de la lumière. Elle raconte une histoire. C'est ce que j'essaie de faire, expliquai-je, prise au dépourvu par son commentaire. Raconter des histoires à travers des images. Capturer des moments et des sentiments, pas seulement des scènes. Il a hoché la tête, étudiant toujours la photographie. Je crois que je comprends maintenant. Nous sommes passés sur la véranda pour le déjeuner. La table était dressée avec des aliments que j'avais cultivés ou préparés moi-même, salade fraîche du jardin, œufs de mes poules, pain que j'avais cuit le matin même, miel de mes ruches, vin d'un vignoble local où j'avais photographié les vendanges. Pendant que nous mangions, la conversation est devenue progressivement moins tendue. Ma mère m'a interrogé sur mon modèle économique, son esprit universitaire s'intéressant aux aspects pratiques de ce que j'avais construit. Mon père, à ma grande surprise, a posé des questions réfléchies sur mes techniques de photographie et mon processus créatif. Laurent a partagé des histoires sur la communauté locale, le marché des agriculteurs auquel nous participions tous les deux, les efforts de conservation pour protéger le bassin versant qui traversait nos propriétés. Il a parlé de mes contributions à la région, du tourisme que mes ateliers attiraient, des articles et des reportages qui avaient mis notre petite ville sur la carte. « Tu as créé quelque chose de substantiel ici », a finalement reconnu mon père, posant son verre de vin. Quelque chose avec une réelle valeur, pas seulement financière, mais intrinsèque. Venant de lui, c'était un aveu extraordinaire. J'ai senti un poids que j'avais porté pendant des années commencer à s'alléger. « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu à mes expositions ?» ai-je demandé soudainement, la question sortant avant que je puisse l'arrêter. Même au lycée, quand ça aurait été facile. Mes parents ont échangé des regards gênés. C'est ma mère qui a répondu. Nous avions peur, a-t-elle dit simplement. Peur que tu fasses une erreur que nous ne pourrions pas réparer. Peur que tu aies des difficultés et que tu souffres. Peur que nous ayons échoué en tant que parents si tu ne suivais pas le chemin que nous pensions sûr.
Alors au lieu de soutenir mon choix, vous m'avez puni pour l'avoir fait, dis-je, la vieille blessure refaisant surface malgré tous mes efforts. Nous pensions te protéger, a dit mon père. Nous avons eu tort. Le simple aveu flottait dans l'air entre nous. Pas tout à fait des excuses, mais une reconnaissance qui portait son propre poids. Et Olivia, ai-je demandé. La maison, le soutien financier? Mon père avait l'air sincèrement plein de remords. Nous pensions faire ce qu'il fallait, la mettre sur la voie du succès. Mais regarde comment ça s'est terminé. Elle était malheureuse dans cette vie parfaite que nous l'avions aidée à créer. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, a ajouté doucement ma mère, avec vous deux, de différentes manières. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur la cour, mon père s'est levé et s'est dirigé vers le bord de la véranda, regardant le terrain. Je n'aurais pas choisi ça pour toi, a-t-il dit finalement. Cet endroit, cette vie. Je t'aurais poussé vers quelque chose que je comprenais, quelque chose avec un chemin clair, et j'aurais eu tort. Il s'est tourné pour me faire face. Tu as trouvé ton propre chemin, créé ton propre succès. Je suis fier de ça, même si je ne le comprends pas entièrement. De la part de mon père, ces mots équivalaient à une ovation debout. J'ai senti des larmes piquer au coin de mes yeux. Merci, ai-je dit simplement. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Nous aimerions revenir, a-t-elle dit. Si ça ne te dérange pas. Ça me plairait, ai-je répondu, surprise de découvrir que je le pensais vraiment. Mon père a serré la main de Laurent, puis la mienne, la retenant un instant de plus que nécessaire. Tu as une belle maison, a-t-il dit. Merci de l'avoir partagée avec nous. Nous sommes restés dans l'allée, Laurent et moi, regardant leur voiture disparaître sur la route alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Ça va, a demandé doucement Laurent. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je crois que oui. Ce n'est pas réglé, pas complètement, mais c'est un début. Il m'a pris la main, sa paume chaude contre la mienne. Les débuts sont une bonne chose, a-t-il dit. J'y suis assez attaché moi-même. En retournant vers la maison, j'ai regardé la vie que j'avais construite à partir de rien d'autre qu'une détermination et un morceau de terre hérité, une maison, une entreprise, un but, et maintenant peut-être les prémices d'une famille guérie et d'un nouveau genre d'amour. Pas la vie que quiconque avait prévue pour moi, mais celle que j'avais créée pour moi-même. 1 an plus tard, je me tenais sur la terrasse d'observation nouvellement construite surplombant ma propriété, maintenant transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La longère d'origine se dressait au centre, restaurée dans son charme d'antan avec des améliorations modernes et durables. Le studio de la grange avait été agrandi pour accueillir de plus grands ateliers de photographie et des événements communautaires. 3 petites cabanes étaient nichées parmi les arbres, chacune avec son propre caractère unique, offrant un hébergement aux invités cherchant un répit de la vie urbaine. L'ajout le plus important était le petit centre de retraite écologique que nous avions construit près du ruisseau. Un bel espace lumineux construit à partir de matériaux de récupération et conçu pour avoir un impact environnemental minimal. Ici, j'accueillais des résidences de photographie prolongée, des programmes d'éducation environnementale et des retraites de bien-être. Ce qui avait commencé comme un sanctuaire personnel était devenu un espace communautaire florissant qui honorait la terre tout en partageant sa beauté avec les autres. Le chemin pour en arriver là avait été rempli de tournants inattendus. Après cette première visite hésitante, mes parents s'étaient progressivement impliqués davantage dans ma vie. Ma mère, avec son bagage universitaire, m'avait aidé à développer un programme éducatif pour les groupes scolaires visitant la propriété. Mon père, à la surprise de tous, y compris la sienne, s'était mis à la photographie comme passe-temps et se joignait occasionnellement à mes ateliers du week-end. Olivia avait subi la transformation la plus spectaculaire. Après avoir quitté son poste en droit des sociétés, elle avait trouvé du travail dans une association environnementale, utilisant son expertise juridique pour protéger les espaces naturels du surdéveloppement. Elle et Daniel avaient divorcé à l'amiable, reconnaissant tous deux qu'ils avaient construit leur relation sur des attentes externes plutôt que sur une connexion authentique. Elle vivait maintenant dans une maison modeste à 30 minutes de ma propriété et me rendait visite régulièrement, amenant souvent son chien de refuge qui adorait courir dans les champs ouverts. Laurent était devenu non seulement mon partenaire en affaires, mais aussi dans la vie. Notre relation avait évolué naturellement de l'amitié à l'amour, fondée sur des valeurs partagées et un respect mutuel. Il avait emménagé dans la Longère au printemps précédent, apportant ses outils de menuiserie et sa sagesse tranquille.
Ensemble, nous continuions à améliorer la propriété, chaque projet reflétant notre engagement envers un mode de vie durable et la connexion communautaire. Le chemin vers la guérison avec ma famille n'avait pas été simple. Il y avait encore des moments de tension, de vieux schémas qui réapparaissaient en période de stress. Mon père faisait occasionnellement des commentaires sur les vraies carrières avant de se reprendre. Ma mère retombait parfois dans la comparaison entre Olivia et moi, une habitude ancrée difficile à briser. Mais ces cas devenaient plus rares, remplacés par de véritables efforts pour comprendre et accepter les adultes que leur fille était devenue. Le changement le plus profond avait été dans ma relation avec Olivia. La dynamique compétitive qui avait défini notre enfance s'était transformée en un lien de soutien. Nous avions passé des heures à parler de notre passé commun, reconnaissant la manière dont les attentes de nos parents nous avaient façonnés et parfois blessés toutes les deux. L'enfant prodige et la déception, portant chacune nos propres fardeaux, avaient finalement trouvé un terrain d'entente en tant que sœurs et amies. « Tu es prête pour le groupe ?» a demandé Laurent en me rejoignant sur la terrasse. 20 photographes devaient arriver cet après-midi pour un atelier d'une semaine sur le paysage d'automne, notre offre la plus populaire. Presque, ai-je répondu, m'appuyant contre sa présence solide. Je prends juste un moment pour apprécier tout le chemin parcouru. Il a hoché la tête, compréhensif comme toujours. D'une longère délabrée à ça. C'est assez incroyable. Pas seulement la propriété, ai-je précisé. Tout. Ma famille, mon travail, le fait de t'avoir trouvé. Laurent a souri, les coins de ses yeux se plissant de la manière que j'avais appris à aimer. Nous nous sommes trouvés nous-mêmes, je pense. Séparément et ensemble. Mes parents et Olivia devaient nous rejoindre pour le dîner ce soir-là, une tradition mensuelle que nous avions établie. Ces rassemblements n'étaient pas toujours parfaits, mais ils étaient authentiques d'une manière que nos interactions familiales n'avaient jamais été auparavant. Nous parlions de vraies choses, nous n'étions pas d'accord respectueusement, et nous repartions avec la compréhension que l'amour n'exigeait ni accords ni chemins identiques. L'aspect financier de ma vie avait également évolué. Bien que j'aie fermement refusé de vendre la propriété aux promoteurs, j'avais trouvé des moyens de la rendre financièrement durable et même rentable. Les retraites de photographie, la location des cabanes et les programmes éducatifs généraient un revenu stable. J'avais publié un livre d'images documentant les changements saisonniers du terrain, qui avait été acclamé par la critique et m'avait ouvert les portes d'opportunités d'exposition. Le plus surprenant, c'est que mon père avait créé une fondation familiale axée sur l'éducation environnementale et la conservation des terres. Le financement initial provenait de la vente de leur maison surdimensionnée, alors qu'ils déménageaient dans un appartement confortable plus près de ma propriété. Le premier projet de la fondation avait été d'acheter le terrain adjacent au mien lorsqu'il était arrivé sur le marché, le protégeant du développement et élargissant la zone tampon naturelle autour de mes 2 hectares. Tes grands-parents seraient fiers, avait dit ma mère lors de l'annonce de la fondation. Ils ont toujours cru en la préservation des beaux endroits. Je pensais souvent à eux en parcourant la terre, imaginant leur joie de voir comment leur modeste héritage s'était épanoui en quelque chose qui profitait non seulement à moi, mais à toute une communauté. Leur don était venu sans condition ni attente, une forme d'amour rare dans mon expérience. Le soleil de l'après-midi projetait une lumière dorée sur la propriété alors que je me préparais à accueillir les participants à l'atelier. De la terrasse, je pouvais voir l'intégralité de ce que nous avions construit, les potagers débordants de récoltes d'automne, le verger de pommiers lourds de fruits, les ruches que Laurent avait étendues pour produire du miel que nous vendions sur les marchés locaux, la prairie de fleurs sauvages que nous avions restaurée pour soutenir les pollinisateurs indigènes. Mais les transformations physiques étaient pâles en comparaison du voyage intérieur. J'avais appris à définir le succès selon mes propres termes, à construire une vie alignée sur mes valeurs plutôt que sur des attentes externes. J'avais découvert que rester fidèle à sa vérité, même lorsque cela déçoit les autres, n'est pas égoïste mais nécessaire pour une vie authentique. Plus important encore, j'avais découvert que les familles, comme les photographies, peuvent être recomposées pour créer quelque chose de nouveau et de beau à partir de ce qui existe déjà. En regardant les premières voitures commencer à arriver, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais créé une vie qui reflétait qui j'étais vraiment, pas qui que ce soit d'autres pensaient que je devais être. La terre que mes grands-parents m'avaient laissée était devenue plus qu'une propriété, plus qu'un héritage. Elle était devenue la toile sur laquelle j'ai peint ma vie authentique, coup de pinceau par coup de pinceau, choix par choix. Prête à partager ta sagesse avec le monde, a demandé Laurent en désignant les invités qui approchaient. J'ai souri, sentant la chaleur de la gratitude m'envahir. Aussi prête que je le serai jamais. Ce soir-là,
Après que les participants à l'atelier se soient installés dans leur cabane et que ma famille soit rentrée chez elle après le dîner, Laurent et moi nous sommes assis sur la balançoire de la véranda, regardant les lucioles danser dans la cour. La même véranda où, des années plus tôt, je m'étais assise seule, me demandant ce qu'il adviendrait de cette terre héritée et de mon avenir incertain. Tu sais, je pense que le véritable héritage n'était pas la terre elle-même, dis-je doucement, mais la conviction que je méritais une vie qui me rende heureuse, que j'avais le droit de choisir mon propre chemin. Laurent a hoché la tête, son bras chaud autour de mes épaules. Les meilleurs héritages ne sont pas des choses, mais des permissions. La permission d'être soi-même, la permission de construire quelque chose de significatif. Alors que l'obscurité s'installait autour de nous, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. De la fille déçue à la créatrice confiante. De l'artiste isolé à la bâtisseuse de communauté. D'une personne en quête d'approbation à une personne offrant l'inspiration. La route n'avait pas été facile ni droite. Mais chaque virage difficile m'avait mené exactement là où je devais être. « À quoi tu penses ?» a demandé Laurent, remarquant mon silence contemplatif. « Que le vrai succès ne se mesure pas en bien ou en possession, ai-je répondu, trouvant les mots pour la leçon que j'avais vécue. Il se mesure en authenticité, dans le courage de construire une vie fidèle à soi-même même quand les autres ne comprennent pas. En créant un espace où les autres se sentent libres de faire de même. » Au loin, une chouette a ululé doucement depuis la lisière de la forêt. Un son familier du soir qui ne manquait jamais de me rappeler la chance que j'avais d'appeler cet endroit ma maison. Pas seulement l'emplacement physique, mais la vie que j'avais créée ici, la communauté que j'avais bâtie, la paix que j'avais trouvée. Je ne changerai rien de tout ça, ai-je murmuré, même les moments les plus difficiles. Parce qu'au final, ce qui avait semblé être un rejet était devenu la porte d'entrée de l'acceptation. Ce qui avait semblé être un échec s'était transformé en le succès le plus significatif. Et ce qui avait été donné en guise de consolation était devenu ma plus grande bénédiction.